Par exemple, si on prend le sport, vous avez développé pour vous adapter musculairement, même quand vous êtes en phase de recovery, quand vous avez une blessure, quand vous êtes désentraîné quelque part, vous avez une phase de travail en endurance avec des répétitions longues, et ensuite vous passez à une phase de force où vous augmentez la charge avec des répétitions qui sont plus courtes pour ensuite transférer tout ça dans une phase de puissance où vous allez travailler vraiment au plus près de votre technicité, de votre sport, et vous allez travailler avec des mouvements rapides et peut-être des charges plus ou moins lourdes, mais c'est là où vous risquez plus la blessure, mais vous avez toutes les phases précédentes qui vous ont préparé, qui ont préparé votre corps, vos articulations, vos tendons, vos tissus mous et vos muscles à cette phase qui est plus explosive, plus technique. Voilà. Donc on ne peut pas faire reposer son travail 365 jours dans l'année sur un seul mode de fonctionnement. Et bien c'est exactement pareil. Dans les civilisations, dans la ligne du temps, on a une respiration qu'il s'agit de reconnaître parce qu'on ne peut pas passer outre, c'est comme ça, c'est la nature. Et la plus grande sagesse consiste justement à repérer ces phases de respiration pour pouvoir soi-même s'y adapter. Alors, ça ne veut pas dire qu'on exclut la lutte de la chose, c'est évident, il y a toujours un travail sur soi pour s'améliorer. Vous pouvez sortir dehors en maillot de bain en plein hiver, ça peut être très bon aussi, justement, pour développer les défenses immunitaires, des choses comme ça, mais encore une fois, il faut de la finesse, il faut de l'intelligence pour ne pas lutter bêtement et d'être plus dans une logique d'adaptation, tout simplement. Donc, lorsque l'on observe les civilisations précédentes, on a évidemment des choses qui nous sautent aux yeux par rapport à la civilisation romaine, cette phase de déclin qui est arrivée, alors ça a pris du temps, mais on observe les mêmes systèmes qui se mettent en place, qui se sont mis en place, que l'on peut observer dans notre propre civilisation. Et on voit que ça ne fonctionne plus tout simplement parce qu'il y a une corruption intérieure qui se développe. Vous avez effectivement des problèmes extérieurs. On a un gros souci avec la monnaie, c'est la même chose, une grosse dévaluation. Et puis vous avez des phénomènes aussi de communisme et de socialisation dans le sens marxiste du terme qui se mettent en place. On a eu une phase, par exemple, lors de l'effondrement de Rome, où l'empereur a décidé que tous les actifs appartenaient à l'État. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a évidemment une réaction des gens qui essayent de conserver ce qu'ils ont accumulé en valeur, qui ne veulent pas se faire piller tout simplement. Donc on observe ça aussi aujourd'hui. On observe aussi à l'époque des problèmes d'invasion intérieure et extérieure, puisque la civilisation romaine, tant qu'elle est attractive en termes de... de nature, eh bien, vous allez avoir un agrégat de gens qui veulent évidemment s'agglutiner, ressembler à des citoyens romains. Et puis à un moment, évidemment, dans toutes les vicissitudes de l'histoire, vous avez cette civilisation qui s'affaiblit, vous avez les barbares à l'extérieur qui envahissent la ville, qui brûlent, et le jour où ça s'effondre vraiment, eh bien, c'est parce que le dernier barbare qui entre, à qui les élites, évidemment, qui sont les premières toujours à trahir pour des questions économiques et pour conserver leur place de pouvoir, eh bien, file à ce type-là le sceptre du pouvoir. Le jour où ce barbare, et c'est ce qui est arrivé au 5e siècle, eh bien, finalement, rejette ce sceptre, n'a pas envie d'être empereur de Rome, parce que cette civilisation a perdu de son lustre, elle n'est plus attirante en elle-même, eh bien, là, on a l'effondrement définitif de la civilisation. Alors c'est un effondrement qui prend du temps, évidemment, ça se développe, avec encore une fois cette notion de tendance lourde, ça ne s'effondre pas d'un seul coup, sauf à ce moment-là où, effectivement, en l'espace de très peu d'années, on verra une ville d'1 million d'habitants, je crois, à passer à 10 000 habitants, parce que les gens quittent la ville, et puis on a effectivement là un changement de cycle. Donc on a un effondrement du gouvernement central, comme on peut l'observer aussi chez nous. Je vous laisse juste admirer le début de ce cycle. Je vous rappelle qu'en 1989, l'effondrement du mur de l'Est et de l'URSS, pour moi, quelque part, symbolise le début de l'effondrement des gouvernements centralisés. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La même chose, avec le développement des régionalismes. On voit en Espagne Barcelone et la Catalogne qui cherchent à avoir son indépendance. En Allemagne, vous avez évidemment le gouvernement de Merkel qui fait entrer les migrants, ça ne satisfait pas tout le monde. Les gens n'ont pas forcément envie de se faire remplacer chez eux, quelles que soient les raisons d'ailleurs. Alors les gouvernements ont leurs raisons, il y a effectivement l'aspect démographique, c'est sûr. Il y a aussi l'aspect financier, parce que c'est toujours intéressant de faire rentrer des gens qui vont travailler pour 3 francs 6 sous, c'est clair. Puis il y a aussi peut-être aussi une dimension,
une autre dimension qui est plus quelque part philosophique et intéressée, où on veut brasser des peuples pour éliminer les cultures, pour en faire effectivement des gens sans racines hein, et sans but, à qui on pourra vendre toutes les merdes qu'on produit. Voilà, comme ça ferait continuer le système, ça ferait perdurer le système, et puis ça enrichit toujours ces mêmes élites. Hein. Donc ça, c'est évidemment tout un tas de raisons qui se développent. Alors, il y en a qui sont plus ou moins d'accord, mais bon, à mon sens, on est là-dedans, on n'est pas très loin du truc. Et donc, vous avez des résistances locales, forcément, parce que on a eu une phase de développement des gouvernements centraux. Il faut voir qu'en France, dans les années 1870, des brouettes, il y avait un Français sur 5 qui parlait français, donc c'était les régionalismes. Quand on voit la Lorraine, dont je suis issu, moi je viens de Lorraine, l'est de la France, quand on voit comment ça s'est développé, bah, ça a été allemand à un moment, ça a été français, après c'est revenu, c'était la Lotharingie à la base, donc c'était une principauté plus ou moins indépendante. Bien, tout ça évolue au niveau de l'histoire, et puis bah, ces régions se développent avec des caractéristiques locales, une langue, ce qu'on appelait le patois, hein, local. Et puis après, quand les gouvernements centraux se sont développés, ce qui a été comment dire, possible parce qu'on a eu des évolutions technologiques, hein, notamment au XIXe siècle, qui ont fait que le développement des grosses industries nécessitait des gros gouvernements centralisés. Puis petit à petit, bah, cette phase de respiration fait qu'on arrive on arrive au bout du bout, quoi. Je veux dire, là maintenant on a un éclatement de tout ça, il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises qui se développent, on n'est plus à l'ère des grosses industries, et ces gouvernements qui sont devenus tentaculaires bah, veulent survivre, et ça coûte du pognon, ils ne veulent pas disparaître, ils veulent conserver le pouvoir, vous avez toujours une caste d'apparatchiks qui profitent de ça, des parasites, évidemment, des gens qui ne risquent rien, hein, des hommes politiques institutionnalisés, hein, professionnels, qui profitent de ces systèmes et qui ne veulent pas voir ça disparaître, mais inéluctablement, ça va forcément s'effondrer, parce que le début, bah, c'était l'effondrement de l'Union soviétique, mais on voit effectivement que c'est un phénomène qui se développe. L'Europe actuellement est en train de se fracturer de tous côtés, voilà, parce que je pense que la construction européenne telle qu'elle s'est mise en place, et ben, finalement c'est un succès d'année de l'URSS, hein, on essaye de reproduire la même chose en se disant qu'on fera mieux, mais on voit que ça capote, voilà, tout simplement, parce qu'il y a des résistances locales, les gens ne veulent pas à nouveau se retrouver dans une forme de dictature, hein. Et puis d'un point de vue monétaire, fiscal, bah, voilà, c'est la même chose, hein, l'augmentation des taxes à mort, la monnaie qui se dévalue, entre guillemets, les barbares de l'intérieur et de l'extérieur qui font saper les bases de cette civilisation avec l'aide des élites qui croient qu'ils vont pouvoir contrôler le truc. Et effectivement, on arrive à un point où cette civilisation, elle ne fait plus rêver personne. Très clairement, on voit bien en France les générations, on est à la 3e, 4e, 5e génération d'immigrés, eh ben, ça ne les fait plus rêver du tout. Les nouveaux arrivants, forcément, il y a un tel gap culturel que ça ne peut pas les intéresser non plus. Je veux dire, ils sont issus de civilisations patriarcales, ils arrivent ici, on leur vend la fiotte européanisée, sensible et tout. Alors ça ne peut pas matcher, c'est clair. Et donc du coup, bah, on voit cette instabilité qui se développe et cet effondrement qui devient quelque part inéluctable. C'est tout simplement cette respiration et ces changements de cycle. Alors ça ne veut pas dire que ça, à un moment, on a la même chose aux États-Unis, hein, c'est pareil, hein, Trump qui veut construire son mur, c'est pour empêcher aussi cette invasion qui vient du Sud, hein, on peut être d'accord ou pas, mais c'est quand même une réalité. Et donc des gens qui vont pas s'assimiler au modèle culturel de l'endroit où qui s'investissent, hein, tout simplement. Parce que bah, ça ne les attire plus. Voilà, ils n'ont pas envie de devenir citoyens romains à part entière, ils veulent en tirer les bénéfices, mais ils veulent imposer leur culture, etc. Donc on voit bien que ce cycle de civilisation eh bien, commence à s'effondrer. Alors qu'est-ce qui s'est passé après l'effondrement de la civilisation romaine? Alors ça ne veut pas dire que nous, on ira complètement dans cette logique-là. Il peut y avoir aussi un moment un retournement de tendance, mais bon, on n'en prend pas le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, juste après l'effondrement de la civilisation romaine, on a eu ce qu'on a appelé les Dark Ages, tout simplement, donc les âges sombres, parce que c'est le retour de la féodalité. Et quelque part, le rêve de centralisation bah, s'est effondré, hein, et puis on a un éclatement des pouvoirs, tout simplement. Et donc, bah, ce qui s'est produit avec l'Empire romain, ce qui s'est produit avec le Saint-Empire romain germanique hein, au XVIe siècle, ce qui s'est produit avec, on le retrouve avec Charlemagne, Hitler, l'URSS, l'Europe, bah, c'est pareil, ça finira par très probablement éclater et
disperser ce pouvoir, ce pouvoir en plusieurs unités. Je crois que même François Hollande avait dit et avait évoqué cette partition du territoire national français entre différentes zones. Donc vous voyez bien que c'est déjà dans les cartons. Je veux dire, les territoires perdus de la République, c'est pas une légende, c'est une réalité. Même si on ne veut pas vous l'avouer comme ça, voilà, l'ancien président le dit dans son ouvrage. Donc c'est une réalité. Donc comment se positionner là-dedans? On a évidemment ces États qui ne veulent pas se réformer deviennent de plus en plus tentaculaires, de plus en plus, pressants, parce que la seule façon qu'ils aient de survivre, ça serait de se réformer, mais ils ne veulent pas le faire. Donc du coup, ils augmentent les taxes sur les gens qui sont encore productifs. Et donc à un moment, l'effondrement sera quand même inéluctable. Alors comment il viendra? De plusieurs façons. Je pense qu'on a, et on le voit déjà se développer, des gros problèmes sociaux dans tous ces pays. Et puis des problèmes ethniques, religieux. Il y a tout ça s'amalgame. Et puis il y aura surtout des gros problèmes économiques, évidemment. Ce qui peut à un moment mettre le feu aux poudres. Parce que tant que vous avez à manger, même si c'est jusqu'à la fin, au 15 du mois, ça peut encore matcher. Manger des pâtes jusqu'à la fin. Mais si au 2 du mois, vous n'avez plus rien, eh bien évidemment, ça devient plus difficile et vous vous rebellez par rapport à ça. Voilà. Donc, je pense que effectivement, dans ce cycle d'effondrement, après, il y aura le développement d'un socialisme agressif, comme on le voit déjà. Même aux États-Unis, on a, je crois que c'est Warren qui est démocrate, qui veut déjà, après Trump, si elle est élue, évidemment, taxer encore plus les gens, donc installer un communisme de fait, qui de toute façon ne fonctionnera pas. Et qu'est-ce qu'on observera? Eh bien, on observera un déplacement des capitaux, comme ça s'est déjà produit depuis quelques temps de l'Europe aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les gens qui ont du fric, tout simplement, avec beaucoup d'argent, eh bien, ne font plus confiance à la zone économique et donc se déplacent vers la zone économique qui semble être la plus safe, entre guillemets. Donc ça se fait là, actuellement, vers les États-Unis. Mais dans les années qui viennent, si on a un bug là-bas, ce qui est fort probable, eh bien, ces capitaux, ils iront vers l'Asie, qui semble être la zone qui sera encore la plus, entre guillemets, business friendly. Voilà. Alors, comment vous placez, vous, par rapport à tout ça? C'est ce que je disais... alors ça ne plaît pas, évidemment, parce qu'on a envie d'entendre que l'avenir va être beau, va être... ouais, certes, non, l'avenir pourra être beau, sans doute, il pourra aussi être dramatique, ça sera toujours un mélange des deux, cette forme de respiration encore, mais il sera surtout mouvant. Il va y avoir du sport, ça va bouger. Alors ça ne veut pas dire pour ça qu'on sera mal dans la zone où on vivra, mais il faudra vivre dans la bonne zone, il faudra pouvoir les identifier. C'est pour ça que moi, de mon côté, je prône une mobilité importante, notamment au niveau des assets, c'est-à-dire de vos capacités financières, de vos avoirs, de ce que vous possédez. La mobilité la plus grande possible pour pouvoir justement suivre ces tendances et vous positionner à un moment plus favorable. Parce que voilà, si vous avez tous vos biens, par exemple, sous forme immobilier dans une zone qui à un moment va craindre, c'est peut-être déjà le cas parce qu'on voit le développement quand même sur plusieurs années, eh bien, ce sera difficile de pouvoir bouger, très clairement. Voilà, donc je pense qu'il faut être justement le plus fin possible par rapport à ces analyses et essayer de capter ces mouvements pour pouvoir se positionner. Alors, évidemment, il faut lutter, c'est clair. Je pense qu'il faut développer un mode de vie le plus résilient possible. Observer les zones telles qu'elles se développent, observer votre situation personnelle, arrêtez de se faire enfler par les belles promesses parce que de toute façon ces phases se développent sur des années, mais justement plus vous prenez de recul, plus vous voyez comment ça évolue, et puis à partir de là, prenez vos responsabilités individuelles justement pour pouvoir vous positionner du mieux possible. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport à ça. Cette petite comparaison entre, évidemment, la civilisation romaine, mais il y en a eu d'autres aussi, et par rapport à notre civilisation à nous, repensez à ces notions de cycle, parce que c'est des choses qui sont importantes. Si vous inscrivez dans une conception plutôt linéaire du temps, en évacuant ces notions de cycle, je pense que, après, chacun a ses analyses et ses propres avis, mais je pense que là, vous vous bloquez et vous vous coupez d'un outil vraiment, franchement, incontournable et indispensable justement pour pouvoir prospérer à l'avenir et puis tout simplement survivre dans un premier temps. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, à plus.